Donc, je vais avoir un propos un peu général sur la sociologie et l'anthropologie. Donc, en première approche, le don peut être analysé dans sa dimension morale comme condition des bonnes relations entre les individus. On pourrait citer nombre d'exemples de dons qui entretiennent la sociabilité et la pacification des relations. Le don n'est pas seulement, il faut le préciser, échange de présents, il est aussi échange de services et de politesse. Symétriquement, le refus du don peut être vécu comme signe d'hostilité, voire comme déclaration de conflit. Alors, à la surface, à demeurer dans une approche empirique, cela nous conduit à ne retenir que des considérations morales a priori, c'est-à-dire une approche tautologique qui se limite à la seule propension des individus à donner ou à conserver pour eux-mêmes. La vocation du sociologue n'est évidemment pas d'être un prescripteur de morale. Il lui faut observer, analyser et interpréter, quitte à parvenir in fine à la conclusion de la dimension, en effet, morale du don. Mais avant cela, il faut essayer d'identifier la dimension éminemment sociale du don. Donc, dans le registre des sciences humaines, de la sociologie et de l'anthropologie, il s'agira de montrer que le don n'est pas seulement volontaire, qu'il n'engage pas seulement l'individu libre de donner ou non, mais qu'il constitue une obligation. Marcel Mauss, dans l'essai sur le don, 1925, a mis en évidence l'universalité de la triple obligation donc à donner, à recevoir et à rendre. Le don comme institution ne se réduit donc pas à la seule bienveillance des individus, même si, on le sait, elle peut à bon droit être considérée comme une donnée psychologique décisive. Il y a bien, tout le monde en fait l'expérience, des gens dont on peut dire qu'ils sont un peu pingres et d'autres dont on peut dire qu'ils sont généreux. Le don comme institution, donc, je l'ai déjà dit, ne se réduit pas à la seule bienveillance, et donc il y a bien une dimension morale du don, mais elle est celle d'une obligation émanée de la société elle-même. C'est en cela que l'on peut estimer que le don constitue un invariant anthropologique. Et on peut distinguer deux dimensions de cet invariant anthropologique. Au premier niveau, bien, on constate qu'aucune société n'échappe à cette institution du don, donc à la triple obligation faite aux individus de donner, de recevoir, de rendre. Et puis, il y a une autre dimension qui relève de l'invariant anthropologique, c'est qu'il n'y a pas de société possible sans cette triple obligation de donner, de recevoir et de rendre. Le don n'est donc pas un simple fait social général, c'est un fait social fondamental dans le sens où il est au fondement de la société. Il constitue une obligation cardinale et il n'est pas innocent de rappeler que le terme même d'obliger, obligare, signifie s'engager ou être contraint à se lier. Il y a donc un rapport étroit entre le don et le lien social, non simplement le lien social vu à la surface de l'empirisme comme un indice de la sociabilité, mais le lien social comme la qualité essentielle, c'est-à-dire qui touche à l'essence de la société, c'est-à-dire ce qui fait qu'une société est une société et qu'un homme est un homme. Je précise au sens d'anthropos, donc ça concerne bien évidemment aussi bien les hommes que les femmes. Il faut donc revenir à une conception de la société et de l'humanité qui constitue le paradigme de la sociologie et de l'anthropologie,
Durkheim énonce ainsi ce paradigme selon lequel une société est un tout différent et supérieur à la somme des parties. Il précise notamment que l'obligation fondamentale est celle qui impose aux individus de faire société. Durkheim rappelle à ce titre que le fait social comme obligation rappelle à chacun qu'il est non pas le tout, mais une partie du tout, et qu'il ne doit pas retenir pour soi ce qui, en principe, appartient au tout. On saisit alors la différence qu'il y a entre association et agrégation, entre institution et organisation. Pour le dire autrement, la société est une association et une institution, ce qui signifie qu'il n'y a pas de société animale comme certains le prétendent. Le fondement de la société, c'est donc la rupture avec l'ordre de la nature. Et Rousseau, que Lévi-Strauss considère pour cette raison comme le fondateur des sciences de l'homme, précise, je cite Rousseau, l'homme qui par lui-même, c'est-à-dire dans l'ordre de la nature, est un tout parfait et solitaire, doit devenir doit devenir la partie d'un plus grand tout qui le dépasse et dont il reçoit sa vie et son être. Pour le dire autrement, il n'y a d'homme, il n'y a d'humanité que sociale. Cette substitution de la liberté civile à la liberté naturelle suppose ainsi le surgissement du droit, c'est-à-dire des obligations. La limitation de la liberté doit s'entendre alors comme l'abrogation du droit du plus fort, la substitution de la justice à la nécessité, le refus de l'immédiateté, autrement dit, dans l'ordre humain et social, la fin ne justifie pas les moyens. La société est donc fondée sur l'artifice de lois qui ne sont pas données avec la nature, et c'est en ce sens qu'elle est périssable, parce qu'elle est toujours menacée par le retour d'un ordre naturel qui consiste plus particulièrement à se donner la préférence et à nier ainsi les obligations qui nous lient aux autres. À ce titre, on peut estimer que la dimension d'invariant anthropologique du don réside plus particulièrement dans sa dimension rituelle, qui consiste à reproduire, pour la pérenniser, la rupture initiale qui s'est opérée avec l'ordre de la nature. Si on revient à Marcel Mauss, Marcel Mauss rend compte de cette dimension artificielle en remarquant à la fin de son essai sur le don que dans les sociétés modernes, plus individualistes, l'institution du don est menacée lorsque les individus demeurent davantage sur leur quant à soi. Si l'on s'interroge donc sur la nature du don comme obligation, on trouvera qu'elle est fondamentalement exigence pour l'individu à se séparer de lui-même. Exigence première qui impose à l'individu de renoncer donc à être ce tout parfait et solitaire, c'est-à-dire, pour Rousseau, à renoncer à l'impulsion physique. Il est clair qu'il anticipe en cela une donnée importante de la psychanalyse qui renvoie à ce que sont les exigences de la civilisation. Le don comme institution est donc gage de confiance pour dissiper la défiance, en quelque sorte naturelle, entre les individus. C'est en cela que le don a une dimension inconditionnelle. Alors on peut dire finalement qu'il est à la fois inconditionnel au titre de l'obligation qui s'impose aux individus et qu'il est conditionnel puisque les individus peuvent plus ou moins bien résister à l'obligation qui leur est faite. Il faut évidemment, quand on s'intéresse au don, on doit bien évidemment jouer sur ces deux dimensions qui ne sont pas complètement contradictoires, mais qui peuvent malgré tout s'opposer. On remarquera également le lien qui permet de rapprocher le don de cet autre invariant anthropologique qu'est la prohibition de l'inceste, qui, a priori, n'a pas grand-chose à voir. Alors, on peut nommer, ça fait toujours débat, ce que sont les invariants anthropologiques. Moi, j'en nommerai un troisième qui est le langage, et qui vérifie d'ailleurs la même qualité que les deux autres.
cette qualité, eh bien, c'est justement la séparation. Si on définit donc la prohibition de l'inceste comme l'obligation de l'exogamie, eh bien, cette obligation de l'exogamie impose à la communauté de se séparer d'elle-même. On ne se marie pas au sein du couple. Le don comme séparation est donc toujours don de soi. Ça, c'est important parce que ça nous permet, je crois, de saisir un peu mieux la nature du don et la nature de l'obligation. Ce que Mauss identifie sous l'appellation d'esprit de la chose donnée. Alors, on peut donner un exemple simple. C'est quoi l'esprit de la chose donnée? Eh bien, si vous recevez d'un ami, de votre amoureux ou de votre amoureuse, un cadeau dont vous savez qu'il coûte 59,99 €, si quelques jours après vous cassez ce cadeau, eh bien vous ne cassez pas un cadeau qui a coûté 59,99 € et que vous pouvez racheter dans le magasin. Peut-être que vous allez le faire pour dissimuler le fait que vous avez cassé le cadeau, mais il y a autre chose qui se joue et qui témoigne justement de l'esprit de la chose donnée. Cette autre chose qui se joue, eh bien, c'est que justement parce que ce cadeau porte en lui-même l'esprit de celui qui vous l'a donné, il est d'une certaine manière irremplaçable, même s'il a été fabriqué à des centaines de milliers d'exemplaires. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça génère des comportements. Quand on casse quelque chose, à quoi on attribue du prix, au-delà du prix de l'objet dans le commerce, eh bien, le premier mouvement consiste à conserver les morceaux pour essayer de les recoller. Et puis, il nous faut quelques jours, on passe devant les morceaux, il nous faut quelques jours, eh bien, pour se rendre à l'évidence que c'est totalement irrationnel, qu'on ne recollera pas les morceaux, et on finit par jeter les morceaux, mais vous voyez, c'est presque un travail de deuil. C'est aussi donc ce qui permet d'identifier ce qui résiste à une interprétation dont on pourrait dire qu'elle est strictement matérialiste du don, qui n'est pas seulement conditionnée par l'intérêt, mais aussi et surtout par le désintéressement. Alors on peut faire un petit détour par Dawkins, Richard Dawkins, vous savez, le découvreur du gène égoïste, qui donne bien évidemment une toute autre interprétation du don et de l'échange. Alors il dit qu'il s'intéresse aux travaux des anthropologues, mais manifestement il n'a rien compris, et on le remarque notamment dans son commentaire sur le potlatch, où à l'évidence donc il ne comprend pas du tout ce dont il est question. En outre, il réduit le don à une proposition qui est aussi une illustration. Si je te gratte le dos, eh bien tu me gratteras le dos. Ce qui n'a rien à voir avec le don, parce que cela procède davantage de ce que l'on pourrait appeler le jeu des égoïsmes réfléchis, où justement s'immisce la question de l'intérêt et simplement de l'intérêt. Alors il se dessine ici deux conceptions antagoniques de la société. Vue par Marcel Mauss, c'est la société comme institution, c'est l'artifice de la loi qui n'est pas donné avec la nature et qui est au fondement de l'humanité. Et puis, d'un autre côté, une société qui n'est que la manifestation de la seule détermination de l'ordre naturel, en l'occurrence chez Dawkins, du gène égoïste. Du point de vue de la sociologie et de l'anthropologie, quoique les choses changent, à mon avis, et pas toujours en bien, puisqu'on va refluer même chez nous le retour de la nature qui aurait été oublié dans les études sociologiques et anthropologiques, ce qui donne lieu à certains ouvrages que je trouve quand même fort contestables. Donc, du point de vue de la sociologie et de l'anthropologie, on peut analyser cette interprétation, donc celle de Dawkins en l'occurrence, comme une expression du refus de la singularité de la société et de l'humanité. Le caractère obligatoire du don devant disparaître devant la rémanence de l'ordre social. Alors, pour terminer, on peut d'une certaine manière, c'est ça qui, moi, m'amuse, prendre Richard Dawkins au piège de sa propre inconséquence, puisqu'il écrit dans son ouvrage Pour en finir avec Dieu, lui qui l'écrit, j'ai été mortifié de lire dans le Guardian que le gène égoïste, donc son livre sur le gène égoïste, est un des livres préférés de Jeff Skilling, PDG de l'infâme société Enron, et qu'il y a trouvé
l'inspiration de son darwinisme social. Alors c'est ça qui est amusant, c'est-à-dire que dans cette confession, on se rassurera d'apprendre que Richard Dawkins peut être mortifié et que tous ses actes et toutes ses émotions ne répondent pas aux seules injonctions du fameux gène égoïste. Donc, ceci peut être interprété comme un symptôme majeur du monde aussi qui est le nôtre et qui doit refluer le don, qui doit refluer l'obligation à se lier, et où l'on peut voir dans la substitution par la seule logique du donnant-donnant, ce que Rousseau appelait un retour de l'état de nature sous une autre forme, c'est-à-dire un vaste mouvement de désinstitutionnalisation et de déshumanisation. Et pour finir, eh bien, on pourrait percevoir à quel point la manière dont la société change, et notamment de l'autre côté de l'Atlantique, voit de manière spectaculaire la logique du deal, c'est-à-dire je ne donne qu'à la condition de recevoir, eh bien, se substituer en tout à la logique du don. Alors pour finir, il y a cette fameuse phrase que moi je trouve très belle. Alors je vais lire simplement la seconde partie de la phrase, je ne sais pas si tu l'as noté. On dit qu'en Hollande, alors ça c'est Rousseau qui écrit ça dans les rêveries, on dit qu'en Hollande, le peuple se fait payer pour vous dire l'heure et pour vous montrer le chemin. Ce doit être un bien méprisable peuple que celui qui trafique ainsi des plus simples devoirs de l'humanité. J'ai remarqué qu'il n'y a que l'Europe seule où l'on vende l'hospitalité. Dans toute l'Asie, on vous loge gratuitement. Je comprends qu'on n'y trouve pas si bien toutes ces aises, mais n'est-ce rien de se dire « je suis homme et reçu chez des humains », c'est l'humanité pure qui me donne le couvert.